Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Droit de réponse. Comme chaque dimanche, on aura 3 sujets qui vont intéresser nos panélistes sur ce plateau. Tout d'abord, l'adoption de la loi des finances 2014 qui a été marquée par une tension ouverte entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Eh bien, les députés, notamment SDF, n'ont pas admis que le budget du Sénat n'ait pas été défendu devant la Commission des finances et du budget. Alors, ce manquement risque-t-il de compromettre le bon fonctionnement du Parlement dans notre pays? On le saura au cours de ce programme. Deuxième articulation, une commission de discipline pour sanctionner les indisciplinés dans les rangs du RDPC. La commission Mafani, forte de 17 membres, est chargée de connaître des actes d'indiscipline au cours des élections du 30 septembre dernier. Alors, la grosse interrogation est celle de savoir quels sont ces délinquants que le RDPC souhaite désormais sanctionner. Enfin, hommage planétaire rendu à Nelson Mandela qui est conduit en ce moment même à sa dernière demeure à Kounou, son village natal, c'est en Afrique du Sud. Alors les plus grands dirigeants du monde se sont donné rendez-vous mardi dernier au Soccer City Stadium pour un hommage grandiose. Alors, à qui ces obsèques ont-ils réellement profité? Y a-t-il eu une récupération politique autour de cet hommage rendu à Nelson Mandela? Voilà, mesdames, messieurs, des sujets autour desquels nos panélistes vont échanger, des panélistes qui sont déjà avec nous sur ce plateau. Et je m'en vais tout de suite vous les présenter. Je commence par l'unique dame qui nous accompagne ce midi. Henriette Ekoué, bonjour. Bonjour, Michel. À Equinox Télévision. Oui, c'est ça. À votre droite, c'est Marius Baha. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et en même temps universitaire. Oui, et vice-président de la Camerounaise des PME, organisme patronal qui est dédié à la petite et moyenne entreprise camerounaise. Merci. Également, Samuel Wonko. Bonjour. Bonjour. Membre du comité central du RDPC. Ouais. Alors, ça va chauffer dans les tout prochains jours dans votre parti politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission de discipline qui a été mise sur pied pour veiller au respect des idéaux de votre parti. Non, mais pourquoi? S'il y a des gens qui ne font pas ce que le parti demande de faire, ils méritent d'être sanctionnés, c'est normal. En tout cas, on saura ceux qui sont visés par cette commission au cours de cette édition. Et également, on a noté Joshua aussi, qui est député SDF. Il était également membre de la commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale, qui sera avec nous dans ce programme. Alors, avec votre permission, nous allons observer un arrêt pour revisiter l'actualité traitée cette semaine par les journaux. C'est dans cette revue de presse que signe Jean-Paul Chuniat. Bonjour. Bonjour Étienne Pascal Azegue. Il faut dire revue de presse en 3 points, vous l'avez dit. Commençons donc par l'adoption de la loi de finances 2014, indiquant que la nouvelle expression du lundi 9 décembre donne le ton en parlant de vives tensions autour du budget du Sénat. Après 3 heures d'impasse, le SDF claque la porte, les autres députés divisés, y compris ceux du RDPC. Tous n'ont pas digéré que le budget du Sénat n'ait pas été défendu par les questeurs de cette institution, comme l'exige la Constitution. Puis encore, Rosette Moutimbo, présidente de la Commission des finances, révèle que ce budget a été examiné, répondant ainsi à une question de Kavaye Djibril qui voulait en avoir le cœur net. Face à ce que le journal qualifie de mensonge parlementaire du RDPC, Kavaye Djibril va calmer les députés du SDF en leur demandant de laisser passer cette affaire, promettant que la confusion sera corrigée au prochain exercice. La même information est reprise à la une du quotidien d'expression anglaise The Post qui titre 20 CPD MPs, SDF oppose 2014 budget, parlant ainsi de l'ambiance ayant prévalu au cours de la dite plénière. Le Messager sur la question publie une réaction de l'honorable Mbandam. Le Sénat a envoyé son budget par la poste, ce qui est anormal, conclut l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, qui tire ainsi les leçons de cette session budgétaire. L'ambiance de cette session couvait en fond la guerre ouverte entre sénateurs et députés pour cette première expérience du Parlement bicaméral. Titre Le Messager en sa grande une. Traitement, salaire et avantages discriminatoires. Refus du Sénat de défendre son budget à la Commission des finances de l'Assemblée nationale au cœur de cette brouille. L'Assemblée nationale au cœur de cette brouille donc, et l'honorable Mbandam de revenir à la charge, indiquant que le Sénat, en refusant de défendre son budget, a créé un précédent dangereux. Le journal Le Popoli parle plutôt d'un clash entre Nia
Yann Difendi et Kava Yege Djibril, comme vous pouvez l'observer sur une caricature, le président du Sénat face à son homologue de l'Assemblée nationale de lui dire « Au nom du chef de l'État, je veux mon budget ». Kava Yege Djibril de rétorquer « Au nom du chef de l'État, explique-moi pourquoi il t'en faut un ». L'arbitrage de Paul Biya est donc attendu, conclut le journal satirique Le Popoli. La nouvelle expression du mercredi 11 décembre parle des dessous d'une crise institutionnelle entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Les sénateurs, en se soustrayant à l'exercice, à l'examen de leur budget, entendaient ainsi camoufler les grandes lignes du traitement qu'ils se sont octroyés. Les sénateurs auraient obtenu de se verser 1 600 000 francs de salaire, soit le double du salaire des députés, et entre 11 et 12 millions de crédits automobiles, là où les députés n'ont que 8 millions. Pour sa part, Mutation du vendredi 13 décembre a donné la parole à un expert des questions parlementaires pour comprendre la brouille entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Samuel Efouambozo, ancien secrétaire général de cette auguste chambre, les textes régissant les rapports entre les deux chambres ne sont pas précis. C'est le premier budget examiné par les deux chambres. Il est logique qu'il y ait quelques dysfonctionnements. Par conséquent, soutient Efouambozo, l'Assemblée nationale, du fait de son antériorité en la matière, n'a pas lieu de s'offusquer si le budget du Sénat n'a pas été défendu devant la commission de finances de l'Assemblée nationale. Autre sujet pour la deuxième articulation de cette édition de droit de réponse, c'est le RDPC. Discipline du parti, Kanfroundi inspire Paul Biya, parlant de la création d'une commission de discipline chargée de juger les indisciplinés du parti du flambeau, comme le fait déjà le NEC avec le fameux 8-2 du parti du chairman. Le journal La Nouvelle Expression publie la liste de 17 juges dont les cibles sont les fauteurs de troubles dans les rangs du RDPC, avant, pendant et après le double scrutin du 30 septembre dernier. Pour le messager du même 11 décembre, parti politique, les rebelles du RDPC au conseil de discipline. Peter Mafani Moussongue pour diriger la palabre. Aura-t-il les coudées franches? Le journal s'interroge au regard de la complexité de certaines questions de fond. Par exemple, les hiérarques désignés pour juger les indisciplinés sont-ils toujours vêtus des toges immaculées? Moins sûr, titre le journal, certaines plaintes formulées à la base font de les seigneurs de la discorde, les semeurs des germes de l'indiscipline aujourd'hui épinglés par le sommet du parti. Certains juges disciplinaires sont parfois accusés d'avoir, par leur volonté d'imposer un tel proche, parent ou ami à la base, aux élections, favorisé leurs candidats. Résultat des courses, conclut le messager, des militants frustrés ont pris la voie du maquis pour protester, en soutenant parfois l'adversaire au mépris des décisions des organes du parti. Ceux-là en paieront certainement de lourds tributs, surtout qu'ils seront jugés par les parents de leurs tombeurs pour que règne la discipline du parti. Peut-être on se trompe à corriger plus les effets que les causes, tranche le journal Le Messager. Pour le Messager du jeudi 12 décembre, le journal pousse la réflexion plus loin en disant « Et si les envoyés du RDPC étaient des indisciplinés ?» Le journal s'interrogeant ainsi sur l'identité des rebelles en suivant le sillon tracé par des hauts cadres du parti. On cite Charles Ateba Yene qui a par exemple refusé d'aller battre campagne dans l'océan, mais Sanga Nyamding qui aurait fait une contre-campagne dans l'ONCAM et fait perdre la mairie de Yabassi au RDPC et bien d'autres qui auraient sémé la pagaille un peu partout à travers le triangle national. Certaines mutations du même mercredi 11 décembre titrent en petite fenêtre RDPC des sanctions en vue contre les indisciplinés. Tout en publiant la liste des juges, le journal relève que la décision de Paul Biya reste muette sur la typologie des fautes qui seront examinées et le délai du travail dévolu à cette commission. Mutation présume que des opposants de l'intérieur comme Charles Ateba Yene et Sanga Nyamding n'échapperont pas à ce tribunal. Et le journal de poursuivre que cette commission de discipline est aussi l'espoir de nombreux militants déçus de voir ce tribunal s'attaquer aux dealers et autres mafieux qui tapissent les allées du secrétariat général du RDPC et le comité central. Toujours sur cette décision de Paul Biya, la Nouvelle Expression titre Jean Kouété, le secrétaire général du RDPC, prescrit des sanctions exemplaires, affirmant qu'il y a des limites à ne pas franchir. Cette décision du président national du RDPC a presque libéré Jean Kouété qui, depuis sa nomination, avait maille à partir avec certains de ses camarades qui contestaient son autorité. En installant les membres de la commission de discipline, Jean Kouété s'est dit réellement soulagé après cette décision de Paul Biya. Militant indiscipliné, Jean Kouété annonce un tsunami au RDPC, titre Le Messager. Le journal reprend les propos de Jean Kouété qu'il s'agit de traquer par tous les moyens tous les indisciplinés à l'origine des actes posés, des opérations d'investiture à la désignation des exécutifs communaux. Lors du huis clos fermé à la presse, le secrétaire général du comité central a été très amer contre nombre de ses camarades, parfois dit
dignitaires du régime de Yaoundé, rapporte le Messager. Selon ce journal, Jean Kouété s'est senti humilié et blessé dans sa chair par le non-respect des circulaires du président national lors des investitures et l'élection des exécutifs communaux. Les délégués envoyés sur le terrain n'ont-ils fait qu'à leur tête, estimant Jean Kouété comme quelqu'un de faible, incapable de frapper du poing sur la table, face aux manigances des barons qui ont manipulé Paul Biya dans ses choix. Et à juste titre, le Messager a publié une réaction de Messanga Nyamdine qui, soupçonné par une partie de l'opinion d'être parmi les indisciplinés, l'enseignant de droit affirme qu'il ne se sent pas concerné par ce conseil de discipline et dit être sans crainte d'être sanctionné. D'ailleurs, la nouvelle expression plus haut fait savoir que Messanga Nyamdine et Ateba Yene, venus assister à l'installation de la commission de discipline, ont été priés d'aller se faire voir ailleurs. Et pour finir dans ces colonnes de valeurs, le Messager frappe un coup de massue sur la tête de Paul Biya pour avoir curieusement nommé dans sa commission de discipline des cadres mis en cause dans les écarts de conduite qui ont secoué la base du parti et provoqué des vives protestations. Et le journal de poser la question de savoir quelle sera l'attitude de Peter Mafani Moussongué quand ses propres collègues et collaborateurs seront indexés à l'instar de Pierre Mokoko Mbonjo, d'une CAM où ses agissements ont fait perdre ont fait perdre au RDPC la mairie de Yabassi. Sur le même sujet, à savoir la décision de Paul Biya de créer cette commission de discipline dans son parti, Aurore Plus parle d'instauration de la guillotine au RDPC. Contrairement à la nouvelle expression qui compare Paul Biya à Ni John Frundi, Aurore Plus parle d'un Paul Biya sur les traces de son prédécesseur Amadou Aïdjo qui, au temps de l'UNC, avait exclu 3 pontes du parti, membres du comité central et du bureau politique de l'UNC. Entre autres, Yaya Sarkifada, le chef supérieur étonne de la Ligue et Sa Majesté Atemengue Ininga Songor pour activité anti-parti. Après cet aperçu historique, Aurore Plus s'interroge si Paul Biya est vraiment sur les pas de son prédécesseur. Michel Michaud-Moussala dit que Paul Biya doit normalement exclure des gens du comité central et du bureau politique et faire entrer de nouveaux membres à même de bien travailler. Paul Biya doit frapper et oublier qu'il a des amis au RDPC. Et en 3, Aurore Plus dresse la liste des vrais incriminés selon le journal. Jean Kouété, qui lui-même a reçu beaucoup d'argent pour imposer des candidats. Le secrétaire général adjoint Grégoire Ouna a mis le désordre un peu partout en pays bêtis en prenant beaucoup d'argent. Jean-Fabien Ninche Monkam qui fait la pluie et le beau temps au secrétariat général du RDPC depuis Charles Ndoumba. Mokoko Mbonjo, Oumar Fadil, par leur arrogance, ont fait perdre 2 mairies au RDPC. Pour Aurore Plus, Messanga Nyamdine et Achar Ateba Yene sont des simples boucs émissaires voués à la vindicte du parti. Troisième articulation donc de cette édition de droit de réponse, Nelson Mandela. Hommage planétaire à Nelson Mandela. Les obsèques du père de la lutte anti-apartheid ont lieu depuis le début de semaine sur le panel d'éminentes personnalités ayant déclaré leur présence en Afrique du Sud. La presse s'est intéressée à l'absence du président camerounais au pays de Nelson Mandela. The English-speaking newspaper The Sun of Monday, December 9, raised the question, will Biya attend Mandela's funeral? As you can get it on the front page. The same question was on the front page of the French-speaking newspaper Le Messager. Le Messager donc du mardi 10 décembre qui titre « Absence, Paul Biya ira-t-il aux obsèques de Mandela ?» Le journal parle d'éternel jeu de cache-cache là où certains chefs d'État avaient déjà annoncé leur arrivée en Afrique du Sud. Comme d'habitude, une loi de l'Omerta a été imposée aux Camerounais. Le Messager de mercredi 11 décembre titre « Obsèques de Mandela, Paul Biya ». Introuvable en Afrique du Sud, alors que dans le même temps, Barack Obama, François Hollande, Driss Déby Itno, Sassou Nguesso faisaient leur show au Soccer City Stadium de Johannesburg. Et le journal de se poser la question, après le sommet de Paris, mais où est donc passé Paul Biya? Point d'interrogation, réponse en cours séjour privé en Suisse, donnant ainsi raison aux confrères du Septentrion qui avait annoncé que c'est le ministre des Relations extérieures, Pierre Mokoko Mbonjo, qui devait représenter Paul Biya aux obsèques de Nelson Rolihlahla Mandela. Même le bouillant ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, défenseur de Paul Biya devant Dieu et les hommes, n'a pu dire aux Camerounais où se trouvait leur président, pour paraphraser le journal. Dans sa parution de vendredi, le Messager, dans sa rubrique de valeurs, classe Paul Biya abonné absent. On a rarement vu pareille mobilisation autour des obsèques d'un homme. Paul Biya a choisi curieusement de se faire représenter à une cérémonie d'adieu à une figure historique. Pas un ministre d'État, encore moins un président du Sénat, deuxième personnalité de la République. C'est le Cameroun et son président qui en prennent un coup et non l'illustre disparu, conclut le journal. Pour manifester toute son amertume, Mutation du 11 décembre résume cette absence de Paul Biya aux obsèques de Mandela en 3 mots. Il a osé.
En sa page 4, mutation écrit, l'absence de Paul Biya en Afrique du Sud apparaît comme un second pied de nez fait à Nelson Mandela. Le premier remonta en 1996 au sommet de l'OUA à Yaoundé. Paul Biya n'avait pas fait le déplacement de Simalène pour accueillir son homologue sud-africain. Mutation n'a pas manqué d'évoquer le discours du président américain Barack Obama, donneur de leçons à Paul Biya et ses pairs. Il y a 10 ans, je cite, il y a des gens qui se disent solidaires du combat de Mandela pour la liberté, mais qui ne tolèrent pas l'opposition de leur propre peuple. Fin de citation. Cependant, force est de constater que la presse ne s'est pas interrogée sur cet opportunisme des puissances occidentales à faire des obsèques de Nelson Mandela une récupération politico-diplomatique, y compris ceux des pays occidentaux qui n'avaient jamais levé le petit doigt pour s'opposer aux violations des droits des Noirs perpétrées par le régime d'apartheid en Afrique du Sud. La crise entre l'Assemblée nationale et le Sénat au sujet de l'adoption de la loi des finances 2014, une commission de discipline pour sanctionner les fauteurs de troubles au RDPC, hommage planétaire à Nelson Mandela en l'absence du président camerounais. Voilà grosso modo comment la presse a traité ces faits majeurs qui ont marqué l'actualité cette semaine. Là, évidemment, l'a-t-elle bien fait ou alors est-elle passée à côté de ces sujets? Voilà bien une question centrale. Étienne Pascal Azega a trouvé réponse aux millions de téléspectateurs de droits de réponse. Place à vous, Étienne Pascal Azega, en compagnie de vos invités. Bon débat et à dimanche prochain. Merci Jean-Paul Chundak, c'est une lourde responsabilité avec tout ce que vous venez de développer comme actualité traitée par les journaux cette semaine. Alors, nous allons entrer donc dans la première articulation de cette édition. Henriette Ekoué, les journaux ont-ils eu tort ou raison de dire qu'il y a désormais une guerre ouverte entre le Sénat et l'Assemblée nationale parlant donc de ce budget de la Chambre haute qui n'a pas été examiné par la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale? Écoutez, je maîtrise très peu les lois, les procédures, et surtout la préséance entre l'Assemblée nationale, qui est la Chambre basse, et la Chambre haute, le Sénat. Donc, j'ai lu tout ce qui s'est passé autour, la colère de ce fameux Sénat qui attend depuis un certain temps, depuis le début de l'année où il a été mis sur pied, qu'il ait son budget, l'énervement même. Et je ne peux pas dire beaucoup de choses là-dessus parce que je ne maîtrise pas les lois qui font que ce soit la Chambre basse qui décide du budget de la Chambre. Alors, nous aura certainement plus d'explications à vous aussi. Bonjour. Vous êtes député du SIF, vous étiez également membre de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Alors, est-ce que les députés avaient-ils raison de dénoncer l'attitude du Sénat? Les députés n'ont pas dénoncé l'attitude du Sénat. Le Sénat n'était pas le problème. C'est le gouvernement qui a présenté un budget. Ce budget était déséquilibré de l'ordre de 15 milliards. La raison qui avait été donnée, c'était que c'était un montant réservé pour le Sénat. Et la loi est très claire, tout montant présenté dans les finances doit être présenté, aussi rendu. Donc ça n'a pas été le cas, c'était ça le problème. Alors c'est ça qui a expliqué que certains de vos camarades de vous claquez la porte au moment où la loi de finances devait être adoptée. Nous pensons que 15 milliards c'est beaucoup trop d'argent pour que ce ne soit pas défendu. Et c'est intolérable ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Alors, Marius Seba, est-ce que vous pensez que tel que c'est parti, ça remet en cause le bon fonctionnement du Parlement de notre pays? Parce que à peine on vit ce bicaméralisme qu'il y a déjà des tensions entre la Chambre haute et la Chambre basse. Sans être un devin, on peut penser que ça n'augure pas des lendemains meilleurs entre les deux chambres du Parlement camerounais. Je sais quand même que par expérience, un peu comme disait Henriette Ekoué, sans être spécialiste du règlement intérieur des deux chambres du Parlement camerounais, il est de coutume de voir chacune des institutions venir défendre son budget devant la Commission des finances. Le même scénario est souvent effectif, même dans les entreprises. Donc chacune des directions opérationnelles vient discuter de son budget devant la direction qui est chargée d'élaborer le budget, notamment la direction du contrôle de gestion pour les entreprises qui ont un contrôle de gestion. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse au plan conceptuel, c'est de voir qu'au-delà de ces querelles-là, on passe à côté du vrai sujet. N'oubliez pas que le budget, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un pays. Le budget, c'est l'expression chiffrée comptable d'une politique qu'on entend mener. Nous, on aurait bien voulu voir enfin la politique qui est menée traduite
dans ce budget-là qui est voté. Vous savez, depuis un exercice, on est entré dans le budget programme. Ça aurait été intéressant d'orienter le débat de ce côté-là, de voir un peu si les 156 programmes qu'on nous a présentés l'année dernière ont été réactivés. Nous allons revenir sur cet aspect. Voilà. Je souhaite que nous restions tout d'abord sur cette brouille que les journaux ont mentionné entre le Sénat et l'Assemblée nationale portant sur l'examen du budget. On a un membre du comité central du RDPC qui est avec nous sur ce plateau. Alors, les députés du RDPC, eux, n'ont pas jugé utile qu'un accent soit mis sur le budget du Sénat qui est passé comme ça, là, comme lettre à la poste. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Non, il ne faut pas qu'un accent ne soit pas mis. Il n'y a pas eu débat sur cette ligne budgétaire qui concerne le Sénat. Sauf que les députés du RDPC ont accepté que ce budget soit adopté sans qu'il le soit examiné. Je crois que c'est une querelle, je ne veux pas dire de clocher. Bon, si on persiste, ça devient une querelle de clocher. Mais je crois qu'au départ, c'est un problème de deux chambres qui doivent maintenant fonctionner. C'est les mécanismes qu'on est en train de régler. Il faut régler ces mécanismes-là. Parce que je ne me rappelle pas que l'Assemblée soit aussi allée défendre son budget au Sénat. Parce que le budget, en même temps qu'il est approuvé à l'Assemblée nationale, doit aussi être approuvé au Sénat. Je ne sais pas si l'Assemblée allait aussi défendre son budget au Sénat, parce que les ministres qui défendaient leur budget devant la commission des finances de l'Assemblée sont également partis au Sénat. Bon, mais je crois qu'il y a une espèce de mécanisme interne, disons une commission qui est commission comptabilité, qui doit élaborer un budget, que ce soit pour l'Assemblée, que ce soit pour le Sénat, bon, sans être spécialiste des règlements intérieurs des deux assemblées, qui doivent d'ailleurs s'adapter à cette coexistence-là. Et je crois même que le règlement de l'Assemblée nationale doit aussi être réadapté parce que le Sénat fonctionne maintenant. Alors, s'il y a à défendre le budget, que l'Assemblée aille aussi défendre le sien devant la commission des finances du Sénat. Alors, et vice-versa. Bon, mais cette fois-ci, c'est parce que moi je crois que c'est un problème, c'est deux nouvelles institutions qui doivent s'harmoniser et fonctionner parallèlement pour faire avancer notre pays. Et je crois que c'est une querelle de naissance, mais il ne faut pas vraiment aggraver ça pour en faire... c'est une maladie infantile. Pour moi, c'est une maladie de naissance. Bon, nous avons la chance d'avoir c'est un épiphénomène. Le vice-président de la commission des finances. Pour moi, c'est un épiphénomène. Il ne faut pas concentrer l'attention des Camerounais sur vraiment un problème. Pour moi, qui est secondaire en ce sens que cette ligne budgétaire de 15 millions a été... 15 milliards, autant pour moi, a été élaborée par la commission de finances interne au Sénat, qui a préparé sa ligne budgétaire. Même chose comme l'Assemblée. Voilà, l'Assemblée prépare aussi son budget interne. D'accord. Samuel Wonko, je vous coupe la parole, mais nous souhaitons que, comme vous semblez minimiser ce qui s'est passé. Je ne minimise pas. Alors, on a Joshua aussi qui a été vice-président de la commission des finances et du budget. Alors, dites-nous, quelle est l'importance qu'il y a à ce qu'on examine un budget avant d'accorder quelques crédits ou alors de le valider? Quelle est l'importance, vous qui étiez membre de la commission je suis toujours, donc... Ouais, en fait, vous l'êtes toujours, c'est vrai. Voilà, c'est pour 5 ans. Donc, j'aimerais déjà dire que mon grand frère de l'autre partie parle plutôt peut-être des souhaits, parce que la loi, elle est très claire, donc s'il se réfère à la loi, peut-être il ne sait pas ce que la loi dit. Mais la commission de finances, en fait, c'est la représentation nationale qui étudie et qui examine le budget et qui envoie au Sénat pour seconde lecture. Le Sénat renvoie à l'Assemblée nationale s'il y a des amendements et ensuite, s'il n'y a pas d'amendement, c'est transmis tout droit au président de la République. Si le président de la République n'agit pas dans un délai de 10 jours, le président de l'Assemblée nationale peut promulguer la loi. Donc, il s'agit de la représentation nationale et de la représentation des collectivités territoriales décentralisées. C'est deux instances différentes. Le fonctionnement n'est pas tout à fait comme il l'expliquait, mais je pense que c'est peut-être son vœu que ce soit comme ça, mais pour ça, il faudrait qu'on change la loi. La position du SDF, du groupe SDF au Parlement, était que la loi doit être respectée telle qu'elle est. Je crois que la raison d'être, d'ailleurs, mon voisin panéliste de gauche l'a dit tout à l'heure, la raison d'être
est encore renforcé aujourd'hui pour que les projets de loi soient défendus, parce qu'on parle de programme, un budget-programme. Donc il faut présenter un programme, défendre ce programme. La loi de 2007 est claire là-dessus, défendre ce programme devant la Commission des finances, et puis ensuite seulement parler des moyens alloués à ce programme-là. Alors qu'est-ce Donc qu'il y a vous ne pouvez pas parler d'une ligne budgétaire de 15 milliards de francs quand vous ne savez pas ce que ces 15 milliards de francs sont budgétisés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent présenter les indicateurs. Et encore une fois, j'aimerais dire que ce n'est pas la Commission des finances qui élabore le budget des deux chambres du Parlement, mais c'est bien les questeurs. Ce sont les questeurs qui l'élaborent et qui présentent devant la Commission des finances pour dire ce qu'ils vont faire sur l'année à venir, sur les 3 années à venir, et qu'est-ce qu'ils ont besoin comme crédit pour l'année à venir. Donc c'est la raison d'être même de cette commission, c'est-à-dire qu'il faut dire au peuple camerounais pourquoi est-ce que vous voulez consommer leur argent et ce que vous allez faire en fin de compte. Alors maintenant, et aussi, surtout, nous dire, à la fin d'exercice, c'est-à-dire 18 mois plus tard, est-ce que vous avez réellement atteint les objectifs à vous fixer dans le budget programme? Est-ce qu'il y a eu des lacunes? Quels ont été les problèmes pour pouvoir réajuster pour l'année à venir? Alors maintenant, donc c'est un exercice très très important. Tant que ce cheminement n'a pas été respecté pour ce qui est du budget du Sénat en Rétécoué, est-ce qu'il y a Vous savez, j'aimerais juste dire une chose, il ne s'agissait pas, le point de vue du SDF lors de cette session budgétaire n'était pas focalisé uniquement sur le budget du Sénat. Le budget du Sénat était un peu la pointe de l'iceberg. Mais tout à l'heure, mon voisin de gauche a bien demandé si on a, comme on est maintenant dans une logique budget-programme. Logique budget-programme, merci. Est-ce qu'on est venu nous dire ce qu'on aurait dû faire l'année passée? Bon, j'aimerais déjà dire que la loi de 2007 est telle que ce n'est qu'en septembre 2014 qu'on pourra voir ce qui s'est passé. En 2013. En 2013, merci, voilà. Avec la loi de règlement. Mais c'est un exercice très très important parce que vous devez venir nous dire que vous avez atteint vos objectifs, les objectifs pour lesquels vous avez reçu l'argent des contribuables camerounais. Et seulement après cela, vous pouvez demander de l'argent pour continuer dans cette voie-là. Alors donc, si l'Assemblée nationale voit que des programmes vont dans le mauvais sens, n'arrive pas à changer le quotidien de Camerounais pour un meilleur, pour des meilleurs lendemains, ils sont obligés de changer leur programme déjà à ce niveau-là, et puis ensuite changer aussi les moyens. Donc c'est pas juste une simple procédure de présentation, je sais pas, de vœux de budget, mais c'est un examen approfondi et avec une session de débat, donc questions-réponses entre le département ministériel concerné ou l'administration concernée et les députés. Merci Joshua aussi. Henri Tekoué, est-ce que maintenant que le budget de l'Assemblée du Sénat n'a pas suivi toute cette procédure telle que vient d'expliquer le député Joshua aussi, est-ce qu'il y a un risque pour le crédit que l'on devrait accorder au CC? Parce que, c'est l'honorable Joshua aussi qui connaît bien le fonctionnement. Mais alors, quand il dit un budget-programme, il s'agit d'abord d'une institution qui va se mettre sur pied et qui a besoin d'un budget. Et on peut se demander aussi, pourquoi est-ce que le budget de la NIF, le budget de la CONAC, tout ce qu'on crée là, qui on dit le budget s'étend, récemment quand on a mis sur pied cette fameuse commission de relecture des statuts de la FECAFOOT, il a été question qu'on discute de leur budget. Donc je me demande où est le problème, parce que là c'est une institution qui se met en place. Et cette institution, ce n'est pas un budget-programme. C'est un budget-programme. Alors c'est là qu'il y a la faute. Toutes les institutions font partie de ce budget-programme. Oui, mais parce que c'est la première fois que cette institution se met sur pied, c'est-à-dire que pour la République ou le Parlement, je ne sais pas laquelle des institutions, selon la loi, devait lui assigner un budget. Maintenant, l'Assemblée nationale lui demande qu'est-ce que vous faites avec le budget? Eux, ils ont leur salaire là-dedans, leur fonctionnement, leur voiture, toutes les mesures d'accompagnement qu'on connaît. C'est justement tous ces détails-là que la commission c'est ça, mais quand vous des leur finances posez et des la budgets. question, alors, vous savez très bien que
Les gars attendent le budget, d'autant plus qu'ils n'ont pas été payés pendant longtemps. Alors, Marius Baya, vous vouliez réagir par rapport à... Justement, réagir pour revenir aux fondamentaux. On a parlé tout à l'heure que le budget, l'honorable Josua aussi l'a dit, a été présenté avec un différentiel de 15 milliards. Donc un budget par essence est équilibré en recettes et en dépenses. Donc juste parce que dans notre pays, la culture du résultat, la culture de la performance n'est pas mise en avant. Vous savez, un budget, c'est 3 choses. On ne peut pas réinventer la roue, ça a déjà été fait. Ce sont des objectifs qu'on fixe, des moyens qu'on alloue et des résultats qu'on attend. Il a parlé de la loi de règlement. C'est justement la loi de règlement à la fin d'un exercice, 18 mois après, qui vient dire ce qui a été fait réellement. Là, en l'état, les 15 milliards là, même eux qui sont dans la chambre, sont dans l'incapacité de nous dire à quoi ils vont réellement servir, quel programme cela va suivre. Oh, c'est quand même une institution fondamentale dans ce pays, car son président est le 2e personnage de notre pays. C'eût été relativement beaucoup plus simple que les questeurs du Sénat fassent... Non, ces missions sont connues, mais le problème c'est que ces missions doivent rentrer dans un programme qui est déjà préétabli, le budget programme, et surtout dans un ensemble qui est déjà préétabli, le document de stratégie de croissance pour l'emploi. C'est un document qui est la boussole de ce pays pour l'émergence. Rien ne peut être fait en dehors de ça. Donc, il fallait voir si les missions du Sénat cadrent avec ce DSE. Est-ce que peut-être même que les 15 milliards sont en deçà des besoins du Sénat, personne ne le sait. Parce que personne n'a évalué par anticipation ces besoins. Donc l'objectif, c'est de revenir un peu aux fondamentaux, de leur fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on attend du Sénat? Quels sont les moyens qu'on compte lui allouer? Et quels résultats on attend de ce Sénat-là? Voilà. Je crois que ça pose un problème. Est-ce qu'il y a un problème des textes qui je voudrais dire quelque chose quand même. Ces 15 milliards dont on parle, ça n'est pas sorti de la poche comme ça. Je crois que ça a été élaboré par les questeurs du Sénat, les services techniques du Sénat, mais qui ont élaboré, défendre. Ouais, ils ne sont pas venus. Ils sont pas venus expliquer. Je ne sais pas s'ils ne sont pas venus. C'est là le débat. Mais ça a été élaboré par les services. Vous ne l'avez pas vu. Attendez. Attendez. Je ne vous ai pas arrêté tout à l'heure. Même si je n'étais pas d'accord avec ce que vous avez dit. Nous vous écoutons. Alors bon, je dis que les 15 milliards ne sont pas sortis de la poche comme ça. C'est un document qui a été élaboré par le Sénat. Le problème ici, c'est qu'il n'est pas, selon les députés du SDF, ce budget n'a pas été du SDF. C'est vous qui avez fait le bruit. Non, du SDF. Du SDF, je précise. C'est vous qui avez fait le bruit là-dessus. On ne va pas faire la polémique là-dessus. C'est vous qui avez dit que le Sénat n'est pas venu défendre son budget, comme toutes les autres institutions et ministères. Bon, oui, est-ce qu'il ne faut pas à ce moment alors moi j'ai dit que problème de texte, moi j'ai dit qu'il y a d'abord un problème de texte pour harmoniser le fonctionnement des deux chambres. C'est un problème, c'est pas un problème de fond, c'est un problème pour moi vraiment très secondaire, parce que le budget là n'est pas sorti de la poche par préjudication. Ça a été élaboré par le Sénat, mais n'a pas peut-être, selon les SDF, défendu devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est ça le débat. Est-ce que les textes ne sont pas clairs par rapport à ces rapports entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Alors, moi, je posais une question à laquelle le député Joshua n'a pas répondu. Je n'ai pas fini. Vous avez pris 10 minutes là pour parler. Je vous en prie. Laissez les autres parler. Bon, d'accord. Est-ce que le Sénat, l'Assemblée est allé, il y a une commission de finances aussi au Sénat. Est-ce que l'Assemblée est allée défendre son budget au Sénat? Bon, ça, c'est une question. Alors, parce que selon les procédures, monsieur Azek, selon les procédures, quand un budget, tous les budgets, tous les projets, que ce soit projet, n'importe quel projet de loi défendu à l'Assemblée, et défendu devant l'Assemblée, devant les commissions appropriées, et aussi défendu devant le Sénat. Et je pose la question de savoir si l'Assemblée nationale est allée aussi défendre son budget, parce qu'ils ont un budget. Et s'ils sont allés le défendre au Sénat, la question est non. Ça n'a pas été fait. Donc il faut harmoniser le fonctionnement de ces deux chambres. C'est vrai, c'est compris. Moi, c'est ça le problème. Il ne faut vraiment pas qu'on tire là-dessus pour en faire un problème national où il n'y en a pas. Oui, voilà. Samuel Woko. Alors, Joshua aussi était en train de vouloir nous expliquer les textes qui régissent les rapports entre l'Assemblée et le Sénat. C'est dommage qu'on essaye souvent d'étaler des incohérences quand on ne comprend pas ce qui se passe. Il ne faut pas déplacer le débat. Je crois que il y a une soixantaine de chapitres dans le budget, à peu près 73 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop bien. Chacun de ces chapitres, sauf le chapitre 53, n'a été présenté au peuple camerounais.
que soit la présidence de la République, la Cour suprême, on a parlé de la CONAC, tout est passé devant la Commission des finances. Maintenant, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que le fait que le Sénat n'ait pas présenté son budget projet n'est pas défendu. Présenté, s'il vous plaît, c'est moi qui parle, n'est pas présenté, vous n'y étiez pas, n'est pas présenté et n'a pas défendu son budget. Il y avait une ligne budgétaire pour le projet, pour le Sénat, qui n'a pas été cochée. Donc c'est un problème, c'est une entorse à la loi. C'est ça le problème, le véritable problème. Voilà. On ne dit pas ici que les sénateurs vont aller bouffer l'argent. Ils ont l'obligation de venir dire aux Camerounais ce qu'ils comptent faire de ces 15 milliards de francs et surtout quel est l'objectif pour lequel ils ont besoin de 15 milliards et quel est le programme auquel ces 15 milliards de francs seront assignés. Si le programme c'est de payer les salaires avec 15 milliards de francs, c'est leur droit le plus absolu, ils viendront le défendre et s'ils ont des raisons convaincantes, ça passera. Le débat ici n'est pas qui est au-dessus de qui doit d'abord apporter le budget à qui, etc. Voilà ce que la loi prévoit. Voilà. La loi, la Constitution de la République est claire là-dessus. Et donc même la préséance des deux chambres est claire dans la Constitution. Donc la représentation nationale a l'obligation pour donner quitus au gouvernement d'utiliser cet argent, de savoir où cet argent part. Donc nous avions dit au sein du groupe du SDF que nous n'avons pas eu la loi de règlement au 30 septembre, donc de 2012 au 30 septembre, juste peut-être pour éclaircir ou éclairer la question qui a été posée tout à l'heure. Cette loi de règlement était pour 2012, qui était la dernière année du budget de moyens. Donc, en fait, on ne pouvait pas, sur la base de cette loi de règlement qui est arrivée avec 3 mois de retard, voir si le gouvernement a atteint ses objectifs. Mais non, ce qui est plus grave, c'est que nous n'avons pas eu... l'État à mi-parcours de 2013, qu'on aurait dû avoir au 30 septembre, pour voir si les programmes, les quelques 200 et quelques programmes que le gouvernement s'est auto-assignés ont été respectés. Voilà, je crois donc voilà les grands thèmes. Et puis nous devions travailler sur cette loi de finances pendant 20 jours. On a travaillé dessus pendant 6 jours et 6 nuits. Il est impossible, si vous voyez le nombre de documents dont il s'agit, de travailler sereinement pendant 6 nuits et 6 jours pour avoir quelque chose de sérieux pour les Camerounais. Alors, c'est là où se pose justement le problème pour sortir de ces débats entre le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est pas un débat entre le Sénat et c'est un débat sur le budget du Cameroun. Le budget du Cameroun, c'est vrai, le budget du Sénat. Moi, je souhaite qu'on s'intéresse à présent à la loi des finances. Vous-même, vous avez fait mention qu'il n'y avait pas assez de temps pour que vous puissiez examiner de fond ce budget. Alors, la préoccupation est celle de savoir quel est le crédit qu'on peut donc accorder à ce travail qui a été effectué par la Commission des finances et du budget. Dr Marius, est-ce qu'on peut prendre comme ça au sérieux tout ce qui a été débattu, alors qu'on sait que ce projet de loi a été déposé à un temps très très limité? Oui, ça va être très compliqué de donner un jugement sur un document aussi important. Mais je sais quand même qu'un budget, pour prendre l'exemple simple, dans un niveau microéconomique, pour les entreprises, celles qui sont vraiment performantes, le budget commence à être discuté, le budget de l'année N+1 commence à être discuté au mois de juin de l'année N. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un cheminement, toute une navette qui est à faire entre les services opérationnels et la direction générale pour déterminer le budget alloué à chacune des unités. Et après, le conseil d'administration vient valider cela. Je ne pense pas qu'en 6 jours et en 6 nuits, quel que soit le talent des députés, on puisse passer en revue l'ensemble des chapitres dont a parlé l'honorable Ochi. Donc je pense qu'il y aura certainement beaucoup de manquements, mais on ne les verra que dans le cours de l'année prochaine, mais surtout lorsqu'on viendra présenter le programme complet de l'année 2013 lors de la loi de règlement en 2014. On verra bien qu'il y a beaucoup de manquements et ces manquements seront certainement dus au fait que certaines choses n'ont pas été prises en compte aujourd'hui. Au moment où on vote le budget, il est impossible de savoir exactement si ces manquements sont là, mais on sent bien que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art comme il est dit et que certainement il y a des choses qui ne vont pas marcher. On note quand même que ce budget connaît une augmentation de 76 milliards de francs CFA. Alors, est-ce que peut-on considérer qu'il s'agisse d'une augmentation dans le contexte socio-économique actuel au Cameroun? Disons que 76 milliards, si j'ai bien compté, ça fait 2,3%, 2,9% en valeur relative et 76 milliards en valeur absolue. Je pense parce que c'est 76 milliards qui vont changer fondamentalement quelque chose. Moi, je regarde plutôt la structuration globale du budget.
Je regarde les recettes qui déterminent les dépenses plus tard. Quand vous regardez le budget du Cameroun, on pourra en débattre. Le gros des recettes provient de deux grandes choses, les recettes fiscalo-douanières et les recettes pétrolières. Il manque quelque chose de fondamental qui aide au développement du pays, qui aide à l'émergence économique dont on parle. C'est la transformation, l'industrie de transformation. C'est ça qui crée de la richesse, qui crée de la valeur et qui apporte du développement au pays. Parce que là, en privilégiant cette structuration du budget-là, on sera toujours dans une économie de rente, en quelque sorte d'achat-vente, donc pour parler trivialement de buy and sell. Or, avec cette structuration telle que c'est fait aujourd'hui, on pourra difficilement arriver au taux que nous avons visé. Je pense quand même, il faut se souvenir que le taux qui a été fixé pour l'année qui est en train de s'achever était d'environ 6,1%. Et on aura fait à peu près 4,9%. Et que le taux qui est fixé pour l'année prochaine est en deçà de ce que le DESE prévoit jusqu'en 2020, c'est-à-dire aux alentours de 8 ou 9%. Donc on est très loin de 8 et 9%. À ce rythme-là, en 2035, il sera très difficile d'atteindre l'émergence dont on parle. Je rappelle quand même que c'est les pays qui sont en train de parler d'émergence comme le Cameroun. Je parle du Gabon, voilà, je parle de la transformation, je parle du Gabon, le Gabon c'est en 2025, la Côte d'Ivoire c'est en 2020, donc dans à peu près 7 ans. Ce sont des pays qui avoisinent les 10% de croissance. Et que la règle économique, on ne peut pas la changer. Prenez le Brésil, prenez l'Inde, prenez la Chine, prenez la Turquie. Tous ces pays ont émergé avec des taux de croissance d'environ 10% sur 3 décennies. Donc, tel que nous partons, il est très difficile en 2035 d'arriver à l'émergence dont parle le chef. Alors, il faut noter que ce budget 2014, Henriette Ekoué, a une fois de plus fait la part belle à la consommation avec un peu plus de 63% consacré à la consommation, du moins au fonctionnement. Alors, comment est-ce que vous appréciez l'émergence du Cameroun en 2030 ? J'ai un problème sérieux avec la signification politique d'un budget. Parce qu'un budget, c'est aussi une vision. Visiblement, le RDPC est incapable d'avoir une vision qui fasse en sorte que, comme l'a dit mon voisin, on puisse arriver à la transformation. Même si le chef de l'État l'a souvent dit, si vous relisez ses discours de fin d'année, il faut aller vers la transformation. On nous a dit en 2002 que pas une bille de bois ne sortirait à l'état brut du pays. Or, les billes de bois traversent notre pays tous les jours et ça fait 11 ans qu'on en a parlé. Alors, la question, moi je me pose la question de savoir si, quand l'opposition très talentueuse, et là je m'adresse à l'honorable aussi, quand l'opposition arrive au pouvoir, à l'Assemblée, est-ce qu'elle a une vision économique? Est-ce qu'elle a un projet? Que cette opposition fasse partager ce projet à l'opinion, y compris à ses propres militants. Parce que là, on a l'impression que, bon, on subit, les opposants subissent un peu, d'abord on leur glisse le projet de budget à la dernière minute, mais ça c'est depuis 1992. Ils n'ont pas le temps de mobiliser leurs experts, de mettre eux-mêmes leur tête dans le budget pour dire nous ne voulons pas de cela, éventuellement de vous dire nous ne votons pas ce budget parce qu'il ne nous amène nulle part. Et effectivement, depuis des années, on dit bon, on a augmenté ici de 30 milliards là, mais le Camerounais dans la rue. Voilà, il a vu quoi de ce budget? Samuel Woko, les députés RDPC sont majoritaires à l'Assemblée nationale et c'est eux qui votent dans la plupart des cas tous ces budgets qu'ils adoptent. Alors, est-ce que pour vous, ça vous arrange que le budget du Cameroun soit un budget de jouissance comme de qualifié, de fonctionnement? De mangeoire. Ce n'est pas un budget de jouissance. De réjouissance. Ni de réjouissance. C'est un budget de développement. Ouais. Développement axé sur quoi? Sur non, le fonctionnement, sur la consommation? Je prends les principaux axes de développement de notre pays, qui sont les secteurs socio-économiques, que ce soit le secteur des infrastructures, les travaux publics. Il faut voir le taux d'investissement qui est prévu à ce budget-là. Que vous voyez l'éducation nationale, qui est pour moi une base, la base nécessaire. Vous ne pouvez pas développer un pays si vous ne formez pas les hommes, si vous n'éduquez pas ces gens-là, qui sont les acteurs de l'économie de demain. Sans par classe dans les écoles publiques. Il faut les former. À l'école primaire publique, sans au cours élémentaire. Madame Ekoué, dans les grandes villes. La politesse élémentaire, c'est que quand quelqu'un d'autre parle. Merci, je vais écouter. Quand vous parlez, moi je me tais. Ok, d'accord. En tout, donc, vous... Bon, alors, moi je dis que les efforts qu'on fait à ce niveau-là, au niveau des structures sociales, c'est-à-dire les ministères sociaux, économiques, qui sont l'éducation nationale, les infrastructures, les équipements, l'industrie, sont énormes. Et chaque année, les enveloppes d'investissement de ces budgets-là, de ces ministères-là, augmentent au niveau des investissements. Il faut également penser à l'aspect
des emprunts qu'on fait pour développer les infrastructures, pour équiper notre pays en infrastructures, pour développer ces infrastructures-là. Voilà. Et c'est un des aspects qui va nous conduire à l'émergence. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire d'un coup. Mais il faut aller étape par étape. Voilà, c'est comme il faut aller étape par étape. Mais un effort permanent est fait chaque fois pour que les investissements productifs soient réalisés et soient bien réalisés. Voilà, dans la manière. Merci Samuel. Voilà. Et je dis que tous les jours, c'est de nouvelles routes qui sont construites. Il faut tous les jours, c'est des nouvelles écoles. Que ce soit à l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur qui sont construites. Un peu plus moins de 40%. Il faut voir les routes. Moins de 40% accordés à l'investissement. Alors moi, je voulais que Joshua aussi, vous qui êtes membre de la commission de finances, je reviens vers vous. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de remplacer la tendance? Vous qui examinez, les ministres viennent défendre le programme, et c'est vous qui décidez de quel budget, le montant alloué à tel. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de renverser la tendance, d'accorder plus d'intérêt au budget alloué à l'investissement qu'au fonctionnement? Déjà, quand on a un mauvais gouvernement, on a nécessairement aussi, et c'est automatique, un mauvais budget. Ça va de pair. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement médiocre et un budget superbe. C'est impossible. Le rôle de la commission des finances, ce n'est pas d'établir un budget, mais c'est de l'étudier. Les membres du gouvernement sont en face de nous pour le défendre. Et tout ce que nous faisons, c'est d'émettre des réserves sur certains points, demander des amendements. On a demandé plusieurs amendements. C'est-à-dire que le sujet a fait débat au niveau sein de la commission. Bien sûr. C'était un débat houleux. C'était débattu par toutes les parties d'ailleurs. Je vous rappelle que la commission est composée de 20 membres, une présidente du RDPC, un vice-président du SDF et un membre du SDF et le reste et une secrétaire de l'UNDP. Donc il y a eu un débat houleux. Quand je dis débat houleux, ça veut dire que même les membres de la commission du RDPC étaient d'accord sur certains points qui sont évoqués. Sauf qu'on ne l'a pas ressenti au moment d'adopter cette loi de finances. Vous devez lire le rapport de la commission de finances. La commission de finances ne vote pas la loi. La commission de finances fait un rapport. Ce rapport était de 280 pages, écrit en une nuit, présenté aux députés. Encore une fois, je rejoins ce que Henriette disait tout à l'heure, c'est-à-dire que malheureusement, ces députés reçoivent la moitié du rapport quand la plénière commence et l'autre moitié en plein débat. Donc ils n'ont matériellement pas le temps de lire les 280 pages avant qu'on arrive au vote. Et c'est pour cela qu'on est sorti, c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne peut pas faire partie, on ne peut pas porter la responsabilité de cela. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été présents et nous n'avons pas voté ce budget-là, cette loi des finances, parce que c'est quand même incroyable qu'une commission des finances travaille pendant 6 nuits et 6 jours, fait un rapport de 280 pages pour démontrer les manquements qu'il y a dans ce projet de loi de finances aux 180 députés et qui ne reçoivent même pas ce rapport. C'est-à-dire qu'on ouvre la plénière avec 100 pages sur 280 et c'est quand on passe au vote qu'on apporte les 180 pages restantes. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils peuvent voter. C'est ce manque de sérieux que nous avons dénoncé. Donc il ne s'agissait pas seulement des 15 milliards du Sénat, mais c'était tout un ensemble que nous avons dénoncé. Je crois que tous les députés qui sont présentés au ressort l'ont dit clairement, que c'est impossible de travailler comme cela. Voilà, je crois que nous aurons les opportunités au cours des prochains programmes de cette chaîne. J'aimerais dire peut-être juste pour vous, si vous permettez, en quelques secondes, puisque nous allons passer à la deuxième articulation. J'ai été interpellé. Je pense que, nous n'avons pas voté ce budget. Donc, ce qui a déjà été dit. Voilà, donc pour répondre à la question. Deuxièmement, nous allons avec des éléments à la commission des finances et c'est sur les éléments de notre propre programme économique et social que nous posons des questions et que nous demandons au gouvernement de prendre des orientations. Voilà. Certaines propositions ont été prises en compte, je dirais 2, 3, 4%. Le reste ont été rejetés parce qu'elles ne rejoignent pas la vision du gouvernement en place. Mais c'est notre rôle de les proposer. Merci Joshua aussi. Permettez-nous de passer à la deuxième articulation de cette édition de droit de réponse. Une commission de discipline
ad hoc mise sur pied dans les rangs du RDPC qui vise essentiellement les indisciplinés. Alors, Samuel Wonko, en tant que membre du comité central du RDPC, comment est-ce que déjà vous réagissez depuis la mise sur pied de cette commission? Comment est-ce que vous l'avez accueilli, vous qui êtes membre de ce parti? C'est une logique normale par rapport à ce qui a été fait. Quand on a préparé les élections de septembre, de 30 septembre, on nous avait demandé, on nous a donné un certain nombre d'instructions pour faire la campagne, même pour aller faire les investitures des exécutifs communaux. On avait un certain nombre de consignes à appliquer, que ce soit nous, comme chef de délégation, pour aller sur le terrain faire la campagne, que ce soit les élus du parti qui fallait respecter un certain nombre de procédures et un certain nombre de consignes. Et moi, comme j'étais personnellement, j'étais chef de délégation, que ce soit pour les élections, pour la campagne, pendant la campagne, que ce soit pendant les investitures des exécutifs communaux. Bon, moi je fais mon rapport. S'il y a des militants qui n'ont pas observé ces consignes-là, alors, on peut se poser la question, qui sont visés par cette commission? Pour le moment, je ne peux pas le dire. Je ne suis pas divin. Je ne suis pas membre de la commission. C'est une commission ad hoc qui ne concerne que l'élection du 30 septembre 2013. Ce n'est pas une commission permanente qui va couper les têtes aux gens bref, c'est le processus. Les gens qui ont enfreint le processus tel qu'il a été élaboré par le parti. Voilà, avec des règles. Quelle est l'opportunité de la mise sur pied d'une telle commission au moment où, quand on assiste à des discours de certains membres de ce parti politique, on a encore le discours de Laurent Isso lors de la dernière visite du président de la République à Douala qui disait avoir tourné la page. On est surpris qu'une commission de discipline soit mise sur pied. Peut-être qu'il a oublié qu'il est dans un parti politique. Non, moi je suis... Bon, ce qui s'est passé le 30 septembre, la presse a vu comment le RDPC a fait étalage de ses divisions. Il y a eu par exemple cette fameuse élection à Douala 1er où un candidat dissident a posé sa candidature au moins 2 fois alors que la direction du parti avait donné sa consigne sur le maire sortant et encore actuel. Donc c'est un parti politique qui prend les décisions qui lui conviennent, même si ce parti-là, et je le dis toujours, ne fonctionne pas comme un parti politique. Il n'y a pas de projet. Le président national ne voit jamais sa base. Les congrès ordinaires sont rarissimes. Les rencontres de la direction, le comité central, n'existent pratiquement pas. Le bureau politique se voit à la veille des élections présidentielles pour désigner le candidat, toujours le candidat sortant. Donc, un parti comme celui-là, ils ont essayé de faire la démocratie avec les investitures. Et ces investitures-là, il s'est avéré que l'argent a joué un très grand rôle. Puisqu'il y a des gens qui avaient à peine mis 2 jours dans le parti, qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Vous leur demandez pourquoi ils sont au RDPC, ils ne le savent même pas. Et d'autres qui étaient des militants réguliers se sont retrouvés sur la touche, peut-être parce qu'ils avaient moins d'argent. Alors maintenant, on a signé la mission Je voudrais réagir là. Non, il faut vraiment pas... Je n'accepte pas qu'on dise n'importe quoi. Qu'est-ce qui a été dit? Non. Ce que Henriette dit, c'est du n'importe quoi. Mais c'est un parti politique. Non, vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas de ce parti-là. Non, vous ne pouvez pas voir. Je souhaite qu'on recadre le débat. Il faut recadrer le débat. Parce que là, on parlait de la discipline. Non, là, elle est en train de parler du fonctionnement du RDPC, de ce qu'elle pense du RDPC. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on est parti, d'abord, il n'y a pas eu des investitions au niveau des mairies. Nous a demandé que c'est l'élection. Alors, je ne veux pas me mettre là à dire les consignes qu'on a reçues. Mais à partir du moment où quelqu'un a fait l'élection, on avait des réunions internes au cours desquelles on devait faire l'élection. Et cette élection... Attendez, je vous donne un exemple. Permettez que les autres panélistes puissent réagir sur le sujet. Je suis un acteur. Alors, Marius, nous allons revenir sur vous. Attendez, je donne un éclairci. Nous allons revenir avec vous dans un éclairci par rapport à ce qu'elle a parlé de la première. Il n'y a pas eu de consigne de vote. On a demandé que
pour le choix des exécutifs. Pour le choix des exécutifs, s'il vous plaît, pour le choix des exécutifs, c'est l'élection libre des conseillers. Voilà, à partir du moment où il y a l'élection libre des conseillers, ceux qui n'ont pas respecté le choix de ces élections, c'est eux qui ont problème. Je pense au cas qui s'est passé en Konsamba, je crois, Mungo Nord. Voilà, vous faites déjà allusion à quelques cas il y a des qui cas ont amené à ce qu'on ait étudié cette commission. Alors, je vous en prie, Samuel vous n'avez plus la parole, je vous en prie. Alors, Marius Ba, est-ce que vous qui avez suivi le déroulement de ce double scrutin, tel que ça s'est passé, notamment dans les rangs du RDPC, est-ce que vous croyez qu'on devait en arriver à la mise sur pied d'une commission de discipline? C'est bien qu'il faudrait vraiment que vous recadriez le débat pour que tout le monde puisse vraiment s'exprimer. Tout à l'heure, on parlait d'épiphénomènes. En voilà un. C'est un parti, c'est le fonctionnement interne d'un parti sur 297 qui sont répertoriés au MINAD. Si c'était, je ne sais pas moi, l'ANDP de Moustapha, on n'en parlerait pas. Si c'était le CPP de Kawala, on n'en parlerait pas comme ça. Ce qui est dommage, c'est que ce cafouillage-là crée de la cacophonie au sein d'un parti qui a le destin des Camerounais entre les mains. On aurait aimé, à la place de cette cacophonie, la stéréophonie. Moi, ce qui est intéressant et qui m'intrigue le plus, dans notre pays, on est sur un diptyque. Quand on ne parle pas de politique, on parle de football. On est sorti des élections du 30 septembre, on pensait que c'était terminé, qu'enfin on allait mettre le curseur sur l'essentiel. On parlait tout à l'heure des besoins des populations du Cameroun. Qu'est-ce que ce budget, par exemple, qu'on vient de voter, va apporter aux Camerounais? Qu'est-ce que ça va changer à leur vie? Donc, pendant qu'on met le curseur sur ce qui n'est pas fondamental pour la vie des Camerounais, parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va concerner 2 ou 3 impétueux qui auront leur carrière administrative brisée. Ça ne concernera pas les 1 million de Camerounais. Le problème, c'est quoi? Après savoir parler de politique, en janvier, l'actualité sera quoi? Voir si le comité de normalisation va prolonger son Africa Foot pour attendre l'argent de la FIFA ou plutôt l'écouter, etc. Vous trouvez que c'était pas nécessaire de... Non, ce que je voudrais... Mais discipline en serant lors des élections. Ce qui moi m'aurait intéressé, c'est que le débat porta sur des choses beaucoup plus essentielles. Par exemple, non, pas sur l'épiphénomène dont je parle. Par exemple, sur le budget, je reviens sur les choses essentielles. C'est-à-dire qu'on puisse voir un budget assis sur une stratégie, sur une vision, qu'on puisse voir si ce budget programme, c'est sa première année d'exécution depuis le régime financier de 2007 qu'il a mis en place. C'est de voir si ce programme-là est en adéquation avec 2 choses fondamentales. Le projet de société du chef de l'État, les grandes réalisations que monsieur connaît très bien, mais surtout le DSE dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que ces lignes qui sont à l'intérieur de ces 2 programmes-là se retrouvent dans les chiffres qui sont dans le budget? Est-ce que cela va permettre à notre pays de se sortir de la situation Sauf que là, il est question de la discipline au sein du parti politique du RDPC. Alors, ça fait partie de l'actualité, monsieur. Non, ça fait partie de l'actualité, mais je veux dire, on focalise beaucoup sur ça plutôt que des choses qui ont un intérêt beaucoup plus grand, à mon avis. Alors, Joshua aussi, une presse a qualifié que le RDPC calquait un peu ce qui se passe dans le SDF par rapport à la mise sur pied de cette commission de discipline. C'est vrai que ça se passe dans le camp d'en face. Comment est-ce que vous réagissez à cela, à la mise sur pied de cette commission? Pour moi, c'est un non-événement. Premièrement, je crois que ce sont des signes palpables de fin de règne. Vous savez que le RDPC, ce n'est pas véritablement un parti politique. Donc c'est plus des biaïstes que des membres d'un parti politique. Et vous savez que la seule personne qui fait respecter plus ou moins la discipline dans ce parti, c'est la crainte de celui qui vient après Dieu dans ce pays, apparemment pour leur parti. Et donc, il est évident que ceux qui viennent après le président national de ce parti sont incapables de faire régner la discipline. Et peut-être, on l'a vu après le 30 septembre. Moi, j'ai été personnellement dans des conseils municipaux lors de l'élection des maires du RDPC parce qu'il y avait des conseillers SDF qui étaient concernés. Et j'ai vu que ceux qui étaient envoyés, délégués par le président national, avaient de la peine même à rentrer dans la salle, c'est-à-dire tellement ils n'étaient pas respectés pour leur position hiérarchique dans le parti, autre chose. Et donc je pense peut-être ils veulent rejoindre une discipline de parti. Je me réjouis que les membres de cette commission se soient rapprochés du SDF pour avoir une copie de leur statut. Alors comment est-ce que vous avez résolu le problème d'indiscipline? Parce qu'on note également qu'au cours de cette élection, il y a également eu quelques cas dans le SDF. Comment est-ce que cela a été... Comment est-ce que vous avez réglé cela? Il y a eu 2 cas sur une cinquantaine. Où ils ont cru que l'argent était au-dessus de la volonté des électeurs. Et ces cas ont été résolus dans la semaine qui a suivi. Nous avons constaté l'auto-exclusion de ces 2 maires. Alors, Samuel Ouonko, qu'est-ce qui est
qui a poussé les militants du RDPC, que ce soit ceux de la base ou alors ceux de la commission, à désobéir à ce qui était donné comme instruction? Parce que tout porte à croire que la mise sur pied de cette commission vise non seulement les militants de la base, mais également ceux qui faisaient partie de la commission des investitures. Alors, qu'est-ce qui a pu pousser les militants à ne pas respecter les instructions venues de la hiérarchie de votre parti? Non, moi je crois que chacun assume ses responsabilités. Chacun assume ses responsabilités. Si vous êtes chef de mission d'une commission ou bien d'une délégation qui va sur le terrain, vous avez des consignes. Vous avez une ligne de conduite qu'on vous donne, qu'on vous demande de respecter. Et quand vous finissez votre travail, vous faites un rapport approprié. Et on vérifie si vous avez fait ce que vous avez dit. Et si vous avez respecté les consignes. Et maintenant, les militants de base, on leur a dit, je répète ce qui s'est passé. C'est qu'on a dit aux militants de base, à un moment donné, il y a eu les investitures pour les choix des candidats, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau des députés. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela est attendez, vous me posez une question, laissez-moi répondre. Alors, il y a eu des investitures. Ces investitures ont conduit aux élections. Après les élections, on a dit qu'il n'y a plus d'investiture. Maintenant, c'est le choix libre des exécutifs par les conseillers municipaux. Et il y avait un processus qu'il fallait respecter. À partir du moment où vous étiez conseiller municipal dans une mairie, et on se réunissait, on faisait l'élection avant d'aller à la session de plein droit. Et il fallait respecter les résultats de ces consultations qu'on faisait avant la session de plein droit. Voilà, et je crois que est-ce que la mise sur pied de cette commission ne traduit pas que l'option que vous avez choisie dans le RDPC, c'est-à-dire de procéder aux investitures au lieu du renouvellement à la base, c'était une mauvaise option? Le renouvellement à la base, comment? C'est-à-dire les primaires? Oui, les primaires. Que vous preniez les primaires, que vous preniez les investitures, chaque méthode de choix des candidats a ses inconvénients. Même, je prends le cas en France, là, puisque c'est de là que partent la plupart des frustrations. Non, à un moment donné, quand on fait les primaires, on dit oui, les primaires divisent les militants. Parce que celui qui a échoué aux élections ne soutient plus ceux qui ont été élus pour aller en campagne. Bon, alors, chaque méthode que vous choisissez a des avantages et des inconvénients. Mais quand le parti prend position, si vous êtes militant respectueux des consignes du parti, il faut les respecter. La commission, Ariette Ekoué, la commission Mafani aura-t-elle les mains libres? Quand on voit déjà les membres qui constituent cette commission, est-ce qu'elle aura les mains libres? Est-ce qu'on va assister à une sorte de règlement de compte? Non, je crois qu'il y a des gens comme Nyamding qui a publiquement accusé Pierre Moukoko Mboujo va s'expliquer avec lui, puisqu'il est membre, il fait partie de cette commission ad hoc. Donc chacun va pouvoir décliner si d'aventure M. Nyamding était traduit devant cette cour. C'est parce que je ne peux pas dire avec certitude si c'est lui qui ira là-bas ou un autre. Donc moi, je crois qu'il y avait peut-être besoin qu'il y ait un peu de discipline dans le parti, parce qu'on a vu des gens qui ne se sont pas tus en disant voilà, le choix du parti s'est porté sur un tel, mais qui sont allés battre campagne, rencontrer des opposants, leur dire je veux bien la peau d'un tel et je ne sais pas comment je peux faire. Donc peut-être que ça leur rappellera qu'ils sont membres d'un parti, et un parti politique fonctionne comme ça. Alors je suis désolé pour monsieur encore, parce que un parti politique, on n'a pas besoin de dire que non, vous n'avez pas bien vu. Votre comité central ne se réunit jamais. Il peut même passer 2 décennies sans qu'il y ait une réunion. Donc c'est quand même extraordinaire que la direction... On n'a pas besoin de vous faire... Non, c'est extraordinaire que la direction d'un parti politique... Quand on se réunit, on n'a pas besoin de vous appeler. Oui, mais alors, sous la table, c'est dommage. Alors, nous, les analystes, on veut vous voir réunis. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que certains, au cadre du parti du RDPC, soient exclus dans les tout prochains jours, après le début de l'examen de ces cas d'indiscipline par la commission Mafani? Si les statuts du parti prévoient à terme l'exclusion, il n'est pas exclu que cela soit la décision finale qui soit prise. Mais je pense plutôt à bien y analyser quand on voit ceux qui sont pressentis, entre guillemets, peut être jugés par cette commission. C'est des gens d'une certaine génération par rapport à une autre génération. Ça traduit un peu le conflit de génération qui est à l'intérieur de ce parti et au-delà même à l'intérieur des couches dans ce pays. Il y a une génération qui piaffe d'impatience, qui n'a qu'une envie, être aussi dans
le jeu, et l'autre génération qui est là et qui ne cède pas la place. C'est peut-être ça qui explique la bagarre interne qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on verra bien que les noms qu'on a cités là, sauf erreur, beaucoup de ces noms-là seront devant cette commission-là dans les jours à venir, que ce soit Messanga Nyamding, Ateba Yene, etc. Alors, est-ce que, je sais aussi, ce qui se passe dans le camp d'en face, vous êtes serein, c'est-à-dire vous dites tant mieux qu'il se bagarre en face et vous allez peut-être récupérer ces cas peut-être de frustration ou alors des décisions qui sortiraient des résolutions de cette commission? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on s'attend à récupérer. On n'a pas besoin de récupérer les frustrés du RDPC au sein du SDF pour augmenter le nombre d'adhérents que nous avons déjà aujourd'hui. Non, je pense que c'est un débat interne au RDPC. Si finalement il commence à fonctionner comme un parti politique, c'est que pour nous, le signal il est clair, c'est que la fin de règne est de plus en plus présente, même au sein de leur rang. Et puis voilà, ce qu'ils vont faire ne nous regarde pas, ne nous concerne pas. Et puis voilà. Alors, Samuel Wonko, quelles sont les attentes que vous pouvez mettre sur la commission Mafani? Non, les attentes, c'est quoi? C'est que s'il y a des gens qui n'ont pas respecté les consignes du parti... Peu importe leur grade dans le parti. Ce n'est pas un bombe de grade. Quand vous ne faites pas ce qu'il faut pour que le parti avance bien, que le parti fonctionne bien, si on doit vous rappeler à l'ordre, il faut vous rappeler à l'ordre. Bon, moi, je ne suis pas pour l'exclusion. Il y a d'autres sanctions qui sont prévues. Bon, les exclusions, ça c'est... on peut rappeler les gens à l'ordre de plusieurs façons, sans toutefois les exclure. Leur faire comprendre qu'ils se sont mal comportés d'une certaine façon et que demain les gens sachent que quand on donne des consignes, il faut les respecter. La discipline est la première règle pour qu'une armée, je prends une armée, pour qu'une armée fonctionne, un parti c'est comme une armée. On va pour gagner les élections, pour gagner le pouvoir. C'est une guerre politique. Bon, je ne sais pas une guerre avec les armes. C'est-à-dire qu'après cette commission, les militants viennent quand on va en campagne, c'est la campagne, c'est une guerre politique. Il ne faut pas y aller en rang dispersé. Il ne faut pas aller avec des gens qui marchent un pied devant un pied derrière. Il faut avoir des militants convaincus et qui sont disciplinés. C'est ce que je voudrais que le parti ait comme militant, quel que soit le rang qu'on occupe dans le parti, mais qu'on respecte les consignes de la hiérarchie. Voilà. Et la discipline du parti, quand une position du parti est prise, il faut la défendre. Même si vous n'aviez pas à accepter au départ cette position-là, si c'est elle qui est majorité au sein du parti, c'est ça la discipline du parti. C'est comme dans l'armée, le parti. Voilà, merci Samuel. Il y a un temps pour discuter. Mais à partir du moment où une décision est prise, il faut la respecter. Merci. Nous, on a des débats internes. Il y a le temps de débat, les débats sont ouverts. Mais quand le débat est fini, la position est prise, tout le monde doit respecter cette position qui est la position du parti. Voilà. Nous avons compris que vous acceptez qu'on sanctionne les indisciplinés. Je propose que nous passions à présent à un sujet qui a quand même fait l'unanimité tout au long de cette semaine, du moins si l'on s'en tient à l'écho qui a été fait, que ce soit sur les médias africains, tous les médias internationaux, c'est notamment l'hommage planétaire rendu à Nelson Mandela, et une certaine presse a tout de parler d'une quelconque récupération de ces obsèques en Henriette-Ekoué. S'il y aurait eu récupération, ça serait de la part de qui? Des Sud-Africains ou alors de ces dirigeants venus de par le monde? Oui, il y a eu deux types de discours. D'abord, les Européens, sur leurs médias, ont dit l'ANC a récupéré, mais c'était un président de l'ANC. C'est l'ANC qui lui a offert le cadre où s'est épanouie sa personnalité dans la lutte. Donc, ce n'est pas pour un militant politique ou révolutionnaire, c'est vraiment bizarre de dire que l'ANC récupère. C'est son parti. Alors, la récupération, les autres, c'est vrai que Mandela a atteint une telle stature qu'on s'est bousculé pour aller aux obsèques. Et c'est vrai que les Américains, pendant longtemps, jusqu'en 2008, l'ANC et Mandela étaient considérés comme des terroristes. C'est peut-être en 2008 qu'on a levé le statut, la CIA a levé le statut de terroriste pour l'ANC, alors que Mandela était déjà retraité politique depuis un certain temps. Alors, je pense que, est-ce qu'il y a eu récupération? Disons que non. Il y a eu reconnaissance de la stature de Mandela, et vous verrez bien que dans le discours sur Mandela, pendant tout le temps,
on a supprimé l'ANC. On ne parlait pas de l'organisation. Il a fallu attendre hier, lorsque l'ANC a fait une séance spéciale d'hommage à Mandela avant qu'il ne quitte, le corps ne quitte Pretoria. Et aujourd'hui où les amis ont parlé, et ils ont parlé en disant que c'était le combat de l'ANC, les communistes ont parlé. On se pose quand même des questions sur le casting de ces dirigeants qui sont venus des États-Unis, étaient là avec 5 chefs d'État, la France avec 2, la Grande-Bretagne avec 2 premiers ministres. Alors, Marius, est-ce que quelque part, ces Occidentaux ou alors ces dirigeants venus du monde n'ont pas profité de cette situation, peut-être pour des visées électorales dans leurs pays respectifs? C'est possible que certains en aient profité. Vous savez, Mandela était une icône avec la stature internationale qui était la sienne. Tout le monde avait envie de le toucher, de prendre une photo avec lui. Il suffit de regarder la galerie de portraits qu'il y a sur le site de l'ANC dont parlait Henriette Eko. Vous allez voir que quasiment tout le monde, même ceux qu'on considérait comme des stars, les Michael Jackson, tout ça, faisait tout pour être filmé avec lui. Mais moi, Mandela, c'est vraiment 2 choses. Un, c'est la mauvaise conscience des dirigeants de notre continent. C'est la preuve qu'on peut être noir et réussi comme ça. C'est les seuls obsèques à caractère planétaire qu'on a vu. Je ne pense pas que même si à l'époque de Jésus il y avait des télés, on aurait eu un hommage aussi planétaire. Deuxième chose, c'est une sorte d'image de sainteté égarée en politique. Aucun homme d'État africain n'a fait comme lui. Un seul mandat alors qu'il pouvait en faire une vingtaine. Il a surtout préparé sa succession, ce qui est quelque chose de fondamental. Mais surtout, Mandela nous permet, pour nous les jeunes, de réfléchir à quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qu'on fait du destin qu'on a? Le destin, comme disait le président Nixon, c'est la rencontre d'un homme et d'une situation. Mandela était l'homme, il y avait la situation, l'apartheid, la lutte contre la discrimination raciale. Le problème, c'est de voir est-ce que ceux qui étaient lui rendre hommage, la centaine de chefs d'État et de gouvernement, ont suivi les mêmes préceptes que lui. Ça, c'est l'histoire qui nous le dira, mais chacun peut déjà se faire une idée de ce qui s'est passé. Alors, restons toujours sur cet aspect de récupération. On se serait quand même attendu à ce que certains chefs certains dirigeants africains qui ont mené parallèlement une même lutte que Mandela, un même combat, prennent la parole. Je parle du cas de Mugabe. Comment est-ce que vous comprenez que Mugabe n'ait pas pris la parole, qu'on ne lui ait pas donné la parole lors de l'hommage au Soccer City Stadium de Soweto? Joshua. Je pense que Mugabe a toute sa place au sein de la société sud-africaine et surtout au sein de l'establishment politique de l'ANC. C'est un héros. Je crois qu'il a reçu une standing ovation du stade tout entier. C'est beaucoup plus que prendre la parole. Vous savez, en politique, des fois, il faut faire quelques concessions. Il est évident qu'au vu de l'envergure qu'a pris la grandeur même de l'événement, il n'était pas possible de satisfaire toutes les tendances et il fallait avoir une ligne médiane un peu... il fallait un peu satisfaire tous les bords politiques et je pense que c'est pour cela qu'il n'a pas pris la parole. Il faut savoir que c'était aussi le cas de Desmond Tutu jusqu'à la dernière minute pratiquement. Donc voilà, il y a des choix à faire. Des fois ces choix sont difficiles, mais c'est ça le leadership, c'est de faire ces choix difficiles là quand on peut faire des choix beaucoup plus faciles. Et je crois que ça n'enlève absolument rien au fait que Robert Mugabe, quand même, a été pour beaucoup dans la carrière de Nelson Mandela. C'était le chef de file de la branche, c'était le chef de file du financement de la branche armée de l'ANC, dont Nelson Mandela était le chef, et qui d'ailleurs était la cause de son incarcération. Je pense que le Zimbabwe a activement financé l'ANC. C'est pour cela que Robert Mugabe est plus ou moins intouchable à la présidence du Zimbabwe. Voilà. Donc voilà. Maintenant, de là à faire en sorte d'essayer de réduire l'ampleur des obsèques en disant au monde entier Robert Mugabe va parler pour que les Américains et les autres ne viennent pas Sauf que c'est une presse internationale qui a mis sur la sellette ce débat portant sur la reprise ou alors la récupération politique de ces obsèques de Nelson Mandela. Alors Samuel Ouonko, est-ce que il se ferait peut-être pas tard? Est-ce que c'est trop tard que ces Européens, ces Occidentaux se sont réveillés comme ça, là, comme un sonore, pour reconnaître le mérite de Nelson Mandela? Est-ce que c'est pas tard? Moi je reviens d'abord sur la récupération, avant de parler des mérites de Nelson Mandela.
Moi, j'étais un peu déçu par l'intervention de Henriette. Je crois qu'elle allait parler un peu plus à ce niveau-là. Parce que moi, je me rappelle les années 70, j'étais élève, j'étais étudiant. C'était horrible. C'est une récupération de l'hypocrisie occidentale. Moi, je le dis à toutes. Non, moi, j'étais élève. J'ai rencontré Mugabe en 1978. Il était dans le maquis. C'était encore la Rhodésie. Et le comité de libération du Zimbabwe en France, c'était quelques amis de gauche. Parce que moi, quand j'étais étudiant, j'étais très à gauche. Tu l'es toujours. Tout le monde, enfin... Et tu es revenu à droite. Tu l'es toujours, c'est juste le point. Non, il est à droite. Depuis l'université de Yaoundé, tous mes camarades, j'étais très à gauche. Quand j'ai fait d'ailleurs l'école de banque à Paris, j'ai eu des camarades qui ont écrit en disant que voilà un homme de gauche que vous emmenez dans votre système capitaliste. Bref, j'ai rencontré Mugabe, j'étais étudiant. J'étais membre du comité de libération du Zimbabwe en France, en 1978. Et ce qui est horrible, c'est que tous les pays occidentaux étaient hypocrites vis-à-vis de ce qui se passait en Afrique du Sud et au Zimbabwe, qu'ils appelaient la Rhodésie, avec Ian Smith. On a tué Dulcie September en France, une blanche qui luttait contre l'apartheid. On a tué Steve Biko, on n'a pas parlé de ça. Alors ça signifie que quand je vois les Occidentaux viennent faire le cinéma après que les noms, parce qu'on oublie quelque chose. Le manifeste de Lusaka. Moi j'étais élève ici au Cameroun. Le manifeste de Lusaka, c'est le président Aïdjo qui l'a lu aux Nations Unies. Quelques pays africains se sont levés et disent non, on ne peut plus continuer avec ça. On ne peut plus continuer. Ce n'était même pas tous les pays de l'OIA. Quelques pays africains. Et c'est le président Aïdjo qui a pris le courage d'aller lire ce manifeste aux Nations Unies en 1970. Il a dit c'est assez de l'apartheid que les pays occidentaux, les États-Unis en tête, la Grande-Bretagne, la France ont soutenu. Le premier homme politique français à dire non à l'apartheid, c'était Mitterrand. Alors, non, parce que aujourd'hui, on vient nous donner. Quelle leçon? Quelle leçon ces pays peuvent nous donner? Parce qu'on était noirs. Les gens vivaient dans les bancs tout ce temps. Les blancs étaient 10 à 15% de la population. Ils occupaient 90% des terres cultivables. On avait rangé les noirs comme des moutons, comme des bœufs dans des parcs qu'on appelait les bancs tout ce temps. On parle de quoi? Et c'est aujourd'hui. Je vais vous dire, les pays africains, quand ils ont pris l'indépendance les années 60, ils ont commencé à soutenir clandestinement l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Clandestinement, parce que Mandela se retrouvait au Maroc en 1962. Il se retrouvait dans le maquis de l'Algérie au Maroc. Il se retrouvait dans le maquis en Tanzanie en 1961. Alors tout ça, c'était les pays africains qui le faisaient clandestinement parce que quand vous le faisiez ouvertement, on vous taxait d'être pays communiste, on vous déstabilisait. Mais tous ces pays africains ont financé la Namibie et le Zimbabwe. La Namibie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Il y avait un fonds pour l'indépendance. Ma soeur, je m'attendais à ce niveau-là. À ce niveau-là, tu es une icône de ce combat-là. C'est pour ça que je t'admire. On peut ne pas être d'accord, mais tu es une icône de ce combat-là. Moi, je l'ai mené. Je l'ai mené et je dis qu'aujourd'hui, les Occidentaux n'ont aucune leçon d'humanité à nous donner. Voilà, aucune. Et là, moi, je suis écœuré par cette hypocrisie-là. Et on fait comme si ces gens-là nous ont... Depuis 1910, les premières lois antiraciales, les premières lois racistes ont été prises depuis 1910 jusqu'à 1990, pendant 80 ans. Voilà. Tout le monde a s'étu, on n'a rien dit. Aujourd'hui, on vient nous faire comme si c'est eux qui ont libéré l'Afrique. Non, voilà, c'est les Africains eux-mêmes. Merci pour la colère. Je souhaite à présent j'étais étudiant, j'ai subi ça. J'ai subi ça. Nous avons suivi. Je souhaite à présent qu'on s'intéresse au business, on peut appeler Mandela Business, autour de ces obsèques. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Afrique du Sud a davantage mis un accent sur le business autour de ces décès que sur l'hommage même rendu à cette icône Nelson Mandela arrêté? Non, je crois que la pression mondiale était que Mandela ait
des obsèques à la hauteur. Et je comprends la colère de Nwoko. Mandela est grand parce qu'il a pardonné aux Blancs. C'est tout. Quand il est sorti, les Blancs lui ont dit que bon, tu nous laisses économie d'abord parce que tu n'as pas le personnel qualifié. On démantèle la bombe atomique qui a été faite avec le concours des Israéliens. Et pour la réforme agraire, tu ne touches pas encore. Il a accepté. Parce que le one man, one vote était tellement important pour l'Afrique du Sud, il fallait prendre le pouvoir. Il a accepté. Donc, il a pardonné aux Blancs. Moi, je crois que la pression de cet hommage planétaire était tellement forte qu'il n'aurait pas pu faire autrement que faire cette longue séance d'obsèques qui a commencé mardi et qui ne s'est achevée qu'aujourd'hui à midi. Bon, à qui profitera donc ces obsèques? À la famille de Mandela ou à l'Afrique du Sud tout entière? Ah, à l'ANC quand même. Ça profitera à tout le monde, à sa famille. Il n'est pas impossible que son petit-fils qu'on vole beaucoup, la Mandela, soit un jour à la tête de l'ANC et refasse revivre le nom de son grand-père. Mais surtout, ça profite à l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de papa à l'ANC. ça profite aussi à tous les Africains parce que bon, nous pouvons prendre l'exemple de ce qui s'est passé lors de ces obsèques. Voilà, je souhaite que nous ne souhaitons pas cette question-là. Comment est-ce que vous voyez l'Afrique du Sud après Mandela? J'aimerais déjà revenir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure et surtout sur la position de M. Nwoko ici que je comprends parfaitement. Mais j'aimerais juste ajouter que ces puissances occidentales qui ont activement soutenu l'apartheid parce qu'il leur fallait l'uranium, le titan et tout le reste, entre autres, et parce qu'ils s'en foutaient parce que c'était des Noirs, ces puissances occidentales ont toujours leur relais. J'aimerais vous dire ici que le financement de l'ANC du Cameroun s'est arrêté quand Biya est arrivé au pouvoir. J'aimerais vous dire ici que M. Mandela est arrivé au Cameroun, M. Biya n'a pas daigné utile de se déplacer à l'aéroport. Non, le financement de l'ANC a continué. Alors, on n'était pas Non, là. le financement de l'ANC a continué sous Biya. Je vous ai laissé. Non, tu ne peux pas te laisser dire n'importe quoi. Mandela est venu la filmer. Je suis beaucoup plus Mandela est venu la filmer en 96. Je suis beaucoup plus proche de l'ANC que vous. Je travaille avec l'ANC, donc je suis beaucoup plus proche de l'ANC. C'est un parti frère dont je parle avec autorité. Je vous ai posé une question simple. Comment est-ce que vous voyez l'Afrique du Sud après Mandela? J'aimerais aussi dire. Sinon, ça va entraîner d'autres réactions. Je souhaite que vous soyez. Je ne suis pas à l'école. Vous me donnez la parole, je la prends et je dis ce que j'ai à dire. Sauf que j'aimerais dire. J'aimerais dire. On ne va pas passer toute la journée. Monsieur Nwoko a parlé pendant 5 minutes. J'ai soutenu tout ce qu'il a dit. J'ai soutenu tout ce qu'il disait. Et j'aimerais juste ajouter à ce qu'il a dit que nous sommes. Pourquoi vous voulez m'obliger de dire ce que vous voulez entendre? Vous m'avez posé une question, laissez-moi donner la réponse, même si c'est la mauvaise. Ma réponse est la suivante sur votre question, si vous voulez. L'apartheid que Nelson Mandela a combattu existe toujours aujourd'hui au Cameroun. Et c'est des Noirs contre les Noirs. Au Cameroun, aujourd'hui, nous avons les mêmes bantoustans, les mêmes ghettos pour lesquels Nelson Mandela a donné toute sa vie. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que je voulais dire. Merci, je choisis Marius, Dr. Et je voulais dire que je me réjouis énormément que ce soit un du RDPC qui lève ce ton sur ce plateau. Il pourrait maintenant rentrer et dire à son président qui a soutenu l'apartheid qu'il peut changer les choses au Cameroun. Voilà, merci, Dr. Marius. Comment est-ce que vous voyez l'Afrique du Sud après Mandela? Disons que l'Afrique du Sud, l'avantage de Mandela, c'est pour ça que je disais, il a un côté messianique, même comme il n'aimait pas se prendre pour un prophète ou pour un messie. Il faut quand même dire qu'à l'instar de Moïse, il a montré la terre promise à son peuple et lui-même n'y est pas allé. C'est Aaron qui a continué, lui c'est Thabo Mbeki, c'est aujourd'hui Jacob Zuma. Mais ce que je voudrais surtout qu'on retienne, c'est que Mandela a mis en orbite une nouvelle génération capable demain de continuer son combat, parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Je cite surtout, vous avez vu pendant ces cérémonies, celle de mardi avec le monde entier, celle d'aujourd'hui, il y avait un master of ceremony qui est un homme très important, l'actuel vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, qui est devenu un homme d'affaires. Voilà quelqu'un qui fait partie d'un programme que Mandela a mis sur pied, qu'on oublie souvent, le Black Empowerment, qui a mis en place une nouvelle génération d'hommes d'affaires économiques. On les appelle un peu les Youpi Black. C'est le patron de MTN. De John X, qui est le groupe qui contient MTN et Super Sport, pour ceux qui aiment regarder le sport. Donc c'est juste pour dire quoi. Il a mis en place une nouvelle génération d'hommes d'affaires, les bons pistes, un peu les Youpi Black d'Afrique du Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a fait le travail politique
cette génération-là devra faire le travail économique. Parce que la régulation dont on parle, la répartition des terres, n'oubliez pas que même si la réforme agraire n'a pas été faite automatiquement, la richesse de l'Afrique du Sud ne provient pas beaucoup de l'agriculture, elle provient de l'industrie, des mines et des services. C'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Ça veut dire qu'il a compris, il avait le choix, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est un homme qui a travaillé sur deux choses intéressantes, la libération et l'émancipation. Il est un peu le mixte entre George Washington et Abraham Lincoln. Voilà, il a libéré son peuple, mais il a également... Prenez vos exemples sur le continent. Oui. C'est une Afrique du Sud solide, l'ANC plus fort qu'avant. Oui, je crois que l'ANC doit être très solide, à part que si Malema fait aujourd'hui un parti qui s'appelle The Economic Freedom Fighters, pour dire qu'il y a encore des manquements sur le social, c'est qu'il y a encore des problèmes. Et ces problèmes-là, l'ANC ne pourra pas faire l'économie de commencer à résoudre ces problèmes-là. Parce que les Noirs commencent déjà, même si la jeune génération est moins politisée, elle n'a pas connu la bataille, les born free. Mais les autres commencent déjà à se demander s'ils ont versé leur sang pour être encore dans des taudis. Toujours des interrogations. Vous en travaillez également à l'Afrique du Sud après le décès de Mandela, après son... Non, moi je crois que, d'ailleurs, le président Zuma l'a dit tout à l'heure, ils ont l'obligation de respecter la mémoire de Mandela et de continuer à appliquer la vision que Mandela avait eue pour l'Afrique du Sud. Moi, la grande leçon que Mandela nous a donnée à nous tous, c'est celle d'apprendre à vivre ensemble, quelles que soient nos diversités. Voilà. Parce que imaginez-vous, 27 ans de torture, ce monsieur est sorti, le cœur léger, sans haine, sans rancune. Et je voudrais dire ici, pour le confirmer, que le financement de l'ANC, pour l'ANC, ont continué jusqu'à 1990, le 11 février 1970, quand Mandela a été libéré, pour le Cameroun. C'est le Cameroun qui payait ses financements. Et le président, s'il vous plaît, c'est le président Mandela. Le Cameroun est l'un des rares pays africains. L'un des rares pays africains qu'il a visité. Il l'a dit lui-même à Yaoundé en 1996. De pouvoir réagir, nous sommes arrivés, merci. 96, en 1996, il a dit lui-même à l'OUA. En 96, il était là en 96, il a dit. Il n'était pas là pour le Cameroun. Et pourquoi on ne l'a pas invité? Il était là pour le Cameroun tout au long de ces 90. On a invité Savimbi plusieurs fois. Pourquoi Biafra son corps? Rendez-vous à Kanjoua dimanche à la même heure. Bonne journée à toutes et à tous.